cela, pour ce colloque sur la marchandisation de l'humain. Je ne dis pas dire ce que j'ai dit tout à l'heure, je voudrais savoir tout de suite. Juste un mot pour céder la parole à au professeur Frédéric Dardenne, qui est président de l'Université Paris-Descartes, Sorbonne Paris, et qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'accepter d'ouvrir nos travaux sur le thème de la marchandisation de l'humain. Je vous remercie beaucoup, M. le Président, d'être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Alors, c'est toujours un plaisir d'ouvrir un colloque, même quand c'est un colloque sur lequel on n'est pas forcément très compétent. Et puis, j'aime beaucoup aussi venir dans cet amphithéâtre qui est particulièrement sympathique, même si aujourd'hui est beau. Même si aujourd'hui la température sera élevée, mais on n'y peut pas grand-chose. Je voulais vous dire quelques mots quand même de ma modeste position de biologiste moléculaire, qui est une discipline d'origine, qui a l'air des choses beaucoup plus petites que l'humain entier, mais qui néanmoins peut avoir quelques petites anecdotes que j'essaie de vous donner sur des choses que j'ai vues et qui me paraissent relever au moins à la marge de ce que vous avez fait aujourd'hui. La constatation que j'ai faite en voyant à la fois le titre du colloque et la nature des interventions qu'il allait y avoir dedans, c'était à quel point c'était un sujet qui était à la fois très transversal, très vaste, et en même temps très au cœur des préoccupations. Pourquoi j'ai beaucoup de plaisir à vous ici aujourd'hui. Puisqu'en fait, si on regarde les questions, les dimensions disciplinaires que peut interpeller ou faire travailler la question que vous allez vous poser sont extraordinairement vastes, et certaines seront être traitées dans ce colloque, et d'autres ne le seront pas, faute de temps j'imagine, mais me paraissent tout à fait importantes. Bien évidemment, quand on pense à la marchandisation de l'humain, on pense d'abord à la médecine, qui est l'un des champs où effectivement il y a de grandes questions autour de l'utilisation du corps, des organes, etc., qui sont extrêmement importantes et qui touchent des dimensions très profondes de la perception que nous avons de nous-mêmes, de nos collectifs, de notre organisation sociale, de nos individus, donc des dimensions bien évidemment médicales, mais aussi tout de suite éthiques et philosophiques. Donc on est à la frontière des deux sujets qui intéressent mes amis Christian Hervé et Charles Barca, qui sont à l'origine de ce travail. Et dès lors qu'on est là, on a immédiatement, quand on touche à des choses aussi intimes et proches de la nature profonde de l'homme, des questions qui vont se poser, qui vont toucher à l'encadrement, à la réflexion, à la réglementation qu'il va y avoir autour de ces choses-là. Il y a aussi dans ce sujet-là des dimensions qui sont d'une autre nature, qui sont aussi dans une autre discipline qui est partie prenante de cette université, qui sont des dimensions économiques, puisque dans la marchandisation, il y a bien évidemment la notion de transaction autour de l'humain ou de parties pour l'humain. Et cette dimension économique est une dimension importante. Quelle valeur nous donnons à ça? Les pratiques, en plus, on peut voir d'un pays à l'autre, sont différentes. Nous avons une culture en France du don à l'origine gratuit qui n'est pas une culture universelle, donc elle va dire différente dans d'autres pays. Et donc, c'est une dimension que la perception, que la société ou la culture dans laquelle on se trouve, on va voir ces choses-là, peut être différente et influencer les pratiques, les usages et la perception globale par la société. Il y a une dimension, je dirais, dans l'affect qui est très forte là, qui est compassionnelle. Souvent, on a des épisodes qui sont relatés dans la presse ou dans les médias sur des dons qui ont été faits à des proches, des choses comme ça, ou des situations dramatiques dans lesquelles l'opinion publique s'est jouée de tel ou tel cas qui est sorti, qui est monté en épingle par une situation particulière qui donne lieu à un débat important. Il peut y avoir des dimensions géopolitiques à cette chose-là. J'ai essayé de faire un peu un tour de ce que il me semblait pouvoir être dit, pourquoi géopolitique? Bien parce que dans un certain nombre de situations, on a pu assister ou entendre dans la marchandisation de l'humain des choses qui ont trait aux relations entre les pays du Nord et les pays du Sud, c'est-à-dire que les pays du Sud vendent l'humain aux pays du Nord quand on les acheter. Alors c'est pas nouveau, je parlais tout à l'heure avec mon voisin de quelque chose qui est très ancien, qui était le code immobilier à la carte immobilière qui remonte il y a quelques années, qui était déjà une sorte de marchandisation de l'humain avec une dimension géopolitique. Alors, il se trouve que je vais être obligé de vous quitter pour une raison qui est
rapport avec le sujet du colloque, bien que ça ne soit pas, quelque chose dont vous allez probablement parler, mais qui est une dimension éducative et universitaire. Nous avons dans cette université, certains d'entre vous le savent, un service particulier qui s'appelle le Centre du don des corps, que ça s'appelle, et où les gens donnent leur corps à la science. Et ça permet de former les futurs médecins, chirurgiens, professionnels de santé à faire des gestes sur ce qu'on appelle pudiquement des sujets anatomiques, mais qui sont en français des cadavres. Et c'est quelque chose qui est extraordinairement important pour la formation. Et il y a une forme d'économie autour de ces choses-là, qui est quelque chose qui existe et qui nécessite une prise, une réglementation, une réglementation éthique de ces choses-là qui est extrêmement importante. Et pour que, à la fois, ce type d'activité puisse se continuer, car c'est extraordinairement important pour l'activité de formation de l'université, mais en même temps, on voit bien combien c'est quelque chose qui peut être traumatisant pour les familles des gens qui donnent leur corps à la science. Il y a aussi une dimension recherche. Je suis un chercheur biologiste de formation, et aujourd'hui, bien tous les gens qui travaillent sur l'humain sont confrontés à l'utilisation de matériel humain avec des réglementations, des consentements, des choses qui sont là. Et dans certains cas, je vous donnerai un petit exemple, une marchandisation de ces choses qui sont issues de l'homme. Quelquefois, c'est les sujets, en particulier en recherche, c'est les sujets eux-mêmes qui sont volontaires pour participer à l'expérimentation. Aujourd'hui, il n'y aurait pas d'essais cliniques de nouveaux médicaments s'il n'y avait pas des volontaires qui, contre espèces selon ce qui est du champ, contribue à une activité de recherche. C'est aussi une forme de don en physiologie à la compréhension du fonctionnement des nouvelles thérapeutiques. Alors je me suis aussi demandé, puisque dans l'humain on pense souvent au corps humain en entier, mais en fait la marchandisation est aussi la marchandisation du tout, mais aussi celle des parties. Et je voulais vous citer pour conclure cette petite introduction les deux exemples qui sont plus proches de la thématique, c'est-à-dire des choses qui sont plus cellulaires ou moléculaires, qui sont la marchandisation des cellules. Il y a une histoire extrêmement célèbre qui sont les cellules ELA. Donc les cellules ELA s'appellent comme ça parce que ce sont des cellules qui ont été prélevées sur un lympho d'une dame qui s'appelait Henrietta Lacks, on connaît son nom aujourd'hui. Et donc ce sont c'est pour les deux premières lettres d'Henrietta, et là c'est les deux premières lettres de Lacks. Aujourd'hui, on pense qu'il vit toujours dans le monde plus de 2 tonnes des cellules issues de cette dame qui est morte il y a très longtemps sur un lympho, qui ont été utilisées dans tout un tas de travaux de recherche et qui le sont encore aujourd'hui, notamment le développement de vaccins, le traitement de cancer, etc. Il y a une autre histoire qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, qui est l'histoire de John Moore. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de John Moore, qui est une histoire tout à fait étonnante et qui n'est pas encore complètement réglée dans les esprits. Donc M. John Moore, pour ceux qui ne me connaissent pas, était un monsieur qui avait une société qui était un contractant sur la construction du pipeline qui amenait le pétrole de l'Alaska aux États-Unis. Et puis, il a eu une forme très rare de leucémie qui impliquait des tumeurs du pancréas. Et donc, il s'est fait enlever le pancréas en Californie, à Los Angeles, dans un hôpital universitaire dépendant de UCLA. Et le chirurgien-chercheur qui lui a enlevé son pancréas a utilisé les cellules du pancréas de ce monsieur, qui a été sauvé par l'opération, pour analyser, faire de la recherche. Il s'est aperçu qu'elle produisait des substances d'intérêt pharmacologique majeur, qu'on appelle des lymphokines, qu'il a breveté les cellules du monsieur, et ensuite il a licencié ça à une société qui a, en échange d'actions de la société, cette société a été achetée, valorisée, et il y a eu des transactions pour plusieurs millions de dollars sur la base de l'invention. Alors M. John Moore l'a su, il a fait un procès à l'université en disant c'est mes cellules, c'est moi. Et c'est à moi, voilà. Et donc, ça donne lieu à une saga judiciaire qui a duré très longtemps, avec des décisions contradictoires par les différentes juridictions américaines. In fine, il a perdu. Donc, on a considéré que les cellules appartenaient bien à l'Université de Californie. Mais que le médecin avait manqué à son devoir d'information, et donc il a été poursuivi pour ça. Il y a eu une transaction, donc il a sûrement eu un peu d'argent. On ne sait pas combien, parce que dans le système anglo-américain, il y a des tas de choses qui se gèrent hors tribunal et qui sont des arrangements entre les parties. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui encore, si vous allez voir cette histoire sur Internet, les gens ne sont pas d'accord. Et on voit bien qu'il y a une jurisprudence qui s'est construite, on voit bien qu'il y a des débats contradictoires qui ont lieu, qui
qui montre des perceptions différentes et donc à quel point l'aspect médical, scientifique, technique, économique et juridique sont imbriqués. Donc je trouve que cette histoire est tout à fait emblématique. Et donc je voulais vous livrer ce petit exemple pour dire à quel point c'est un sujet qui est important et en même temps que la dimension d'évolution de la science et de la technique aujourd'hui va faire que ce problème va continuer à évoluer et que c'est une question qui, au-delà du colloque que vous allez lire, restera une question ouverte sur laquelle vous aurez sûrement l'occasion de venir dans quelques années ou dans quelques temps pour en reparler à l'aune de ce qui aura été imaginé par vos collègues chercheurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Juste quelques mots avant que vous partiez. D'abord, pour vous remercier de ce que vous avez dit. Vous avez touché absolument un certain nombre de points qu'on va reprendre, et que je devais reprendre moi-même, qui sont en effet des cas très typiques, absolument typiques, et des formes que prend la marchandisation encore aujourd'hui. Donc, de cette manière, c'est la révolution ouvre le panorama de ce que nous aurons à examiner pendant ces 2 journées. Je voudrais dire simplement aussi que ce colloque est l'une des activités qui sont réalisées dans le cadre de l'EA 4569 et d'éthique politique et santé, dirigée par mon ami Christian Hervé et dirigée par moi-même et directeur adjoint. Et donc, c'est cela avec le séminaire sur la maladie, avec un autre colloque qui se déroule au mois d'octobre sur la longévité, sont des pièces maîtresses de cette collaboration que nous avons réalisée dans le cadre de l'Université Paris Descartes, de collaboration de la faculté de médecine et de la faculté des sciences humaines et sociales. Et je crois que donc, ce colloque est parfaitement emblématique de cela. Il va toucher des questions qui sont au croisement des 2 facultés et des 2 problématiques, de plusieurs problématiques, pas 2 seulement, qui engagent notre temps et de manière tout à fait considérable. La mise en place de bioéconomie, parce que un chat, la bioéconomie aujourd'hui joue un rôle absolument capital dans l'économie en général et va avoir de plus en plus d'importance pour des raisons à la fois de profit et aussi des raisons idéologiques. On verra ça au fur et à mesure, je ne peux pas ici déplorer la réponse que je fais tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et nous avons donc une série de conférences ce matin, cet après-midi, celle de Jacob Zoll de l'Université de Californie et puis de Ruben Augien. Ruben Augien n'est pas parmi nous déjà parce qu'il est malade et il va venir quand même. Il est malade, il va venir, donc il se souhaitait arriver que quelques minutes avant de parler. Et c'est une maladie qui est quand même. J'espère qu'il n'y aura pas d'empêchement. Il y a un quart d'heure au téléphone. Et puis je parlerai. Et ensuite, nous entendrons Vanessa Mouroc, spécialiste d'éthique, spécialiste également de diverses questions touchant la vie et le vivant, et qui parlera à partir de l'auditeur. Donc voilà le programme de l'après-midi. Demain, nous aurons des interventions de Christian Hervé, de Paul Baladier, de Roland Gaury, de Marie-France Manzer et de Marcel Diala, qui font aussi partie de notre équipe dans le cadre de la éthique politique et santé. En tout cas, voilà, le colloque est parti. Nous allons rester en train, certains vont partir, mais pour parler de autre chose d'ailleurs. Bien, je vais, bon, Jacob, si vous voulez, est-ce que vous avez besoin, je crois, de... Alors, Jacob Zoll est donc professeur à l'Université of Southern California. Donc, il a écrit un ouvrage qui a été publié à Cambridge University Press. C'était un basic, monsieur Penguin. Il est paru en poche. Son titre déjà, c'était quoi? Le titre. Il est là. Vous avez le titre là. Et c'est parce qu'il a écrit ce livre que j'avais pensé à l'inviter dans ce colloque pour tracer le cadre de la comptabilisation, du calcul appliqué à différents objets. Et à partir d'une perspective qui est celle du XVIIe siècle. Donc, une perspective qui remonte un peu,
manière à voir une perspective historique qui nous éclaire sur les considérations que nous ferons sur la période qu'on va voir. Voilà, mon cher Jacob, je vous cède la parole. Merci, je suis très content d'être là. Merci aussi pour avoir relevé cette question et cette citation de Jean Lukács sur l'être humain comme objet de marchandise. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de partir un peu du sujet central et d'aller dans l'histoire un peu, mais aussi de parler des marchands, qui sont souvent les premiers à se marchandiser. Et je viens à cette question par la perspective d'une histoire culturelle de la comptabilité, qui est très très importante, qui nous lie à cette question moderne. Mais je voulais aller d'abord au XVIe siècle, au moment où le Hollande arrive comme premier pays marchand et où le capitalisme commence à surgir vraiment. Et je voulais parler d'abord de certains tableaux qui sont des produits je ne sais pas si le mot est plus publicité parce que c'est un mot moderne, mais d'une manière pour les marchands de montrer leur capacité. Et nous savons que dans l'histoire de l'art ou des tableaux de la Renaissance, souvent les professionnels, les grands gens de l'art, du savoir, se montrent, par exemple, en faisant leur profession, en faisant leur expertise. Et voilà Luca Pacioli, qui est le père, disons, de la comptabilité, pas vraiment, mais il a publié le premier livre imprimé sur la comptabilité, en particulier. Et nous avons aussi une grande tradition de marchands, par exemple Cosimo de' Medici, qui est marchand d'abord avant d'être patrier de Florence, qui se montre souvent patriciens. Donc nous avons une grande tradition de marchands ou de princes ou d'experts qui se montrent. Mais ce qui est très intéressant, c'est par exemple, voilà, nous voyons ces marchands souvent italiens de la Renaissance se montrent pour leur vertu. Mais il y a un grand changement dans le monde, disons, en Hollande surtout, mais déjà chez les Allemands, nous commençons à voir, par exemple, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière, on voit les marchands avec leurs outils. On voit. Vous voyez la lumière, ça. Vous voulez qu'on éteigne ça? C'est juste à côté. Ça marche un peu mieux. Donc voilà. Donc on a déjà une tradition qui montre les marchands avec leurs outils de professionnels. Et ça c'est très intéressant. Déjà on voit des comptes, on voit des contrats, mais en Hollande, au début du XVIe siècle, nous voyons quelque chose d'autre. Voilà, j'ai mis Colbert, parce que j'ai fait un livre sur Colbert, comptable de tous les comptables, qui se montre ici avec une feuille de papier, mais qui était obsédé par les comptes, mais qui ne s'est jamais montré en faisant des comptes. Par contre, en Hollande, en Pays-Bas, il y a déjà une tradition, les marchands qui commencent à se penser vraiment dans les termes de comment ils vaut et comment vaut leur profession. Et ça, c'est un tableau incroyable où on voit donc, ça c'est le comptable de Medici qui, cette année même, a fait l'erreur de donner 6 000 grottes au duc de Bourgogne et il les a perdus juste après ce tableau. Et voilà lui, Tommaso Portinari, qui est en train d'être balancé de sa valeur et on va voir qu'il fait faillite après. C'est une coïncidence extraordinaire, ce tableau de même année. Il y a un phénomène culturel plus grand en Hollande. Au début du siècle, les marchands
commence à se montrer en faisant des livres en partie double. Nous avons des centaines de tableaux. Alors, c'est assez extraordinaire parce qu'au début, par exemple, en 1530, on commence à voir ces tableaux, on voit ces marchands qui se montrent en faisant des livres en partie double. Alors, on pourrait dire, superficiellement, que voilà, ils sont comme les autres professionnels. Mais ce qui se passe est un phénomène beaucoup plus grand qui vend en fait l'idée de, je ne sais pas comment, de la commerce hollandaise au monde. Donc il y a quasiment une vente des marchands et des comptables hollandais en Europe. Et je vais vous le montrer. Donc on a cette série de tableaux qui commencent et qui montrent clairement comment ces marchands se vendent de leur expertise, mais aussi de leur technologie, parce que c'est une technologie au XVIe siècle. Tous ces papiers derrière ces tableaux montrent au monde que les Hollandais sont les plus forts. Voilà, que ces marchands sont les plus forts et qu'ils arrivent à avoir l'argent. On voit que c'est des gens pieux, parce qu'avant, nous avons vu, c'est un livre religieux avec des livres de comptes, mais ça devient un livre de comptes après. Et donc, les Hollandais commencent à être, à ce moment, connus aussi par les gens d'Antwerp qui commencent à faire des traductions des livres de comptes, des manuels de comptabilité italiens. Et en fait, le fait que la comptabilité en partie double soit répandue en Europe commence par Antwerp et Amsterdam. Et là, ça commence à être le moment clé. Mais ce qui est très très intéressant, alors, ce moment-là, on pourrait dire, voilà, justement, quand on fait ça, peut-être ça attire des gens, mais il y a toute une sorte d'autres éléments très importants culturels qui accompagnent ce fait. D'abord, ce qui est très très intéressant pour moi, c'est que, on voit très très mal ici, les marchands, ces tableaux commencent à montrer ces marchands avec leur capacité de faire des livres de comptes, mais avec des avertissements religieux et moraux. Voilà, on peut faire des comptes, on peut par exemple voir, par cet homme, on peut devenir très très riche, mais il faut faire très attention à ne pas croire plus puissant que Dieu ou la fortune, par exemple. Et donc, on a cet étrange phénomène, ces tableaux sont souvent publics, sont souvent très grands, sont souvent dans les églises et sont connus dans le monde des marchands hollandais, mais aussi allemands, suédois et d'autres. Il y a des avertissements, ça, il y a tout un argument autour de ces tableaux. Certains pensent que c'est antisémite, d'autres disent que c'est contre la fourbe, mais en même temps, on montre toujours en Hollande l'avertissement et l'expertise, toujours, parce que l'expertise se trouve dans toute cette technologie qui n'est pas répandue en Europe, en fait, par exemple en France. Certains petits endroits, en Espagne, non, en Hollande, si. Ce tableau est le plus beau parce que c'est, dans l'histoire de la comptabilité, c'est la plus belle représentation de cette expertise avec un message d'Erasme sur la folie des gens, sur l'homme, sur la faiblesse, Saint-Augustin qui arrive dans ce tableau aussi. Mais donc c'est un drôle de culture où ces marchands se montrent à la fois très très forts, uniques au monde, parce qu'ils se montrent plus forts et différents que les Italiens, parce qu'ils sont ouverts, donc transparents pour ce qu'ils font, mais en même temps, l'avertissement est là. Alors voilà, nous arrivons en 1581, au moment où le Hollande du Nord devient la République hollandaise. C'est l'âge d'or. Et ce qui est très intéressant, ça c'est fait par les Allemands et la Suisse. On voit mal, parce que j'ai du mal à trouver cette image en l'état. Ça, c'est toute la multiplication de la comptabilité en partie double. Et ça, c'est Antwerp, et ça, c'est Mars, ça, c'est les livres en partie double, et le grand livre est là, et ça montre que toute la puissance commerciale se base justement sur le fait que ces marchands sont des experts en des livres en partie double, dans chaque partie de ça. Donc le monde commence à se rendre compte de ça,
Et cette publicité qui est non seulement artistique, mais autre, commence à sortir. Caspar Barlheus, un des grands humanistes philosophes, à la fin du XVIe siècle en Hollande, écrit un livre qui s'appelle Le marchand érudit, dont une édition a été faite en français par Catherine Secrétan, ici en France. Et ce livre est très important parce qu'il parle d'un marchand qui est humaniste, latiniste, mais aussi qui est expert en livres en partie double. Et ça, c'est un livre en latin qui circule et qui agit comme une sorte de je ne sais pas quel est le mot que je dois utiliser, ce n'est pas la publicité, mais qui est la publicité pour cette république qui est maintenant au centre du monde du commerce. Donc, ils se vendent à la fois des marchands hollandais, mais aussi cette république est très très intéressante pour moi. On voit la même chose de Simon Stevin, personnage extraordinaire, qui est non seulement mathématicien et chef de tout le système d'eau des eaux en Hollande et aussi de la marine, mais qui est aussi en tête de, je ne sais pas, ce qui n'ont pas vraiment d'organisation gouvernementale, mais qui dirige un peu la politique de l'éducation de la République et qui est obsédé aussi par la comptabilité, en partie double, et qui fait un traité extraordinaire où il dit que tout le monde doit savoir faire la comptabilité, comme en Hollande. Non seulement des citoyens, et on parle dans d'autres traités des citoyens de n'importe quel niveau, prostituées. On a des exemples de prostituées, par exemple, qui font des livres, etc. Mais aussi des princes. Et il parle d'une chose spécifique, il parle du prince Maurice, qui était son ami à l'université, phénomène hollandais, qui fait, lui, dans son administration personnelle, des livres d'une grande qualité, en partie double, qu'on a trouvé en 2006 à La Haye. Donc, il y a, ces livres sont au moins circulés dans le monde humaniste, ce sont des livres savants, mais ce sont des livres qui font une sorte d'appel au monde en disant, voilà l'expertise de nos marchands, qui sont des meilleurs en faisant non seulement le savoir classique, mais la commerce par justement cette connaissance des livres en partie double. Alors, ça marche en fait. Parce que ce que nous savons, c'était d'abord des écoles publiques de comptabilité à Amsterdam qui sont parties d'Antwerp après le saccage des Espagnols en 1755, commençaient à être fréquentées par les Allemands, surtout de la Ligue, comment on dit en français, hanséatique, de Hans, par des Suédois, par certains Français. Parce que c'est très difficile d'avoir cet entraînement en dehors de Venise ou quelque part en Italie, mais aussi et surtout par les Anglais qui commencent à voir vraiment ce pays et cette capacité des marchands, cet idéal de marchand qui est expert en livres de partie double. Non seulement nous avons des traces de tous ces manuels qui commencent à être produits en hollandais et qui se sont traduits en non seulement allemand et anglais, mais parfois aussi en français aussi. Donc la conscience de ce phénomène, de ces marchands experts, répondent en Europe. Et je peux dire ça non seulement, par exemple, en 1602, nous avons l'arrivée de la Compagnie des Indes hollandaise qui devient première compagnie vendue sur le marché, en partie, comment on dit ça en français? First publicly traded company. Publicly traded. Commerce public. C'est-à-dire que les parties sont vendues, les stocks sont vendus en public. Enchères, voilà. Voilà. Et donc la bourse, la vraie bourse, pas la bourse des denrées, mais la bourse des stocks, des contrats. Émerge à Amsterdam et on voit toute une réaction autour du monde, mais surtout en Angleterre,
où nous avons beaucoup de monde qui dit voilà ces marchands qui sont experts, et voilà c'est un poème qui parle des livres en partie double. This was the thing and the quick invention which made Venice, Genoa, and Florence rich, the Low Countries, les Pays-Bas, and all senses such, by this art, les livres en partie double, now speaks high and mighty Dutch. Donc, je ne sais pas, c'est une publicité. Nous sommes maintenant très conscients de cette expertise de ces gens. Alors, au début, je pourrais dire aussi plus tard, parce que moi j'ai eu mon expertise personnelle et dans les archives personnelles de Jean-Baptiste Colbert. C'est une obsession non seulement avec la comptabilité, mais avec les comptables. Avec les comptables hollandais, ça marche. Ça marche. On veut ces gens. Justement, Colbert achète les Hollandais quand il peut. Donc, on le voit dans ces correspondances, trouvez-moi des Hollandais, parce que je sais qu'ils sont compétents. Est-ce que c'est vrai? À un certain niveau, oui. Mais on a un phénomène dans la société d'une sorte d'autoprésentation des gens qui sont marchands de base, mais qui commencent à être des fonctionnaires, mais des gérants des institutions publiques, quasi-publiques, post-médiévales, qui se montrent aussi avec cette expertise. Alors, on a trouvé quand même 130 tableaux comme ça. Est-ce que c'est un vrai savoir? Nous savons à la fin du XVIIe siècle, eux aussi, les Hollandais ont du mal à trouver assez de gens qui ont ces connaissances, mais dans le monde, on pense toujours que ce sont des grands experts dans ce domaine. Il y a des centaines aussi des femmes. Et on parle de ça. On parle de ces femmes hollandaises qui savent faire des livres. Et là, je vais le dire plus tard, mais Benjamin Franklin dit dans ses lettres, si vous allez embaucher quelqu'un, il faut embaucher un Hollandais, parce qu'il vient avec sa femme, et sa femme sait aussi faire des livres de comptes. Il y en avait deux. Et là, c'est très rare, et ça vaut beaucoup ces gens. Ça vaut beaucoup. Et il dit justement, mon assistant, il est hollandais, et sa femme peut faire des livres en partie. Donc Benjamin Franklin, aussi obsédé par les livres en partie double, cherche ces gens. Il peut les trouver, par exemple, à Manhattan, on les trouve, et on sait qu'il y a des comptables là-bas. Alors, donc j'ai dit, ils vendent l'idée de la comptabilité, ils vendent des manuels, mais ils se vendent eux-mêmes, justement. Et on voit ça par ces correspondances, par ces lettres, et par ce statut de Hollandais, souvent dans les institutions de commerce, partout dans le monde. Et comme j'ai dit, Bernard Mondeville, Colbert, Franklin, tout en parle de la même manière. Une sorte d'objet, c'est qu'il faut trouver, faire marcher la commerce. Alors, il y a, ça va plus loin justement, dans l'idée de non seulement vendre ces marchands, mais de vendre l'idée républicaine, qui est très liée à l'idée non seulement de l'expertise commerciale, mais aussi à la transparence. Et il y a Peter de la Cour qui a écrit ce livre, dont malheureusement je l'ai ici en anglais, parce que je l'ai trouvé sur le web, parce que bon, je n'ai pas eu l'original, qui vante l'idée républicaine contre Louis XIV et contre l'idée absolutiste en parlant de la maîtrise de la commerce, souvent par la mathématique et par les livres en partie double. Et lui, avec Jan de Witt, fait des énormes, et ça devient très intéressant, des énormes, ils font des politiques sur les assurances et aussi sur la dette publique de Hollande, mais Hollande devient le centre de l'assurance personnelle. Et ça vient d'un savoir mathématique, cartésien, mais aussi sur la comptabilité. Donc on commence, on sait tous que l'assurance vient de l'Italie, mais cette assurance moderne et plus complexe qui surgit en Hollande est quand même aussi un produit de cette comptabilité. Donc ça commence à être très personnel aussi. Il commence à utiliser l'être humain, non seulement eux-mêmes les marchands, non seulement la marchandise, mais l'être et le pays aussi. Parce que ce livre-là fait les comptes et la valeur, comme l'État de France et d'autres sortes de livres, mais très particulier par la comptabilité. Alors, pour moi, ça nous laisse
avec des questions, parce que ça c'est un cas très particulier. Après en Angleterre, on voit que les Anglais non seulement font l'émulation de l'Hollandais en tout ce qui est la matière de la comptabilité, mais nous avons aussi toute une série autre des marchands anglais en train de faire leurs livres. Mais là, je pense que c'est un genre différent. Ils ne montrent pas leur expertise pour vendre cette expertise, ils montrent leur maîtrise du monde. Et cette maîtrise du monde, par exemple, la maîtrise des êtres colonie, viennent, si nous voyons, par une maîtrise tellement bien des comptes qu'on peut mettre les comptes comme ça, où on veut. Ces gens sont tellement forts. Donc on arrive à notre niveau. Il y a quand même, je dirais, une dizaine de tableaux de ce genre en Angleterre au XVIIIe siècle. Mais ça s'arrête, plus ou moins, après le XVIIIe siècle. Et ça nous laisse avec la question, justement, avant de partir à l'être humain, les marchands sont des êtres humains, mais à part des parties des gens qui sont vendus par les autres, je voulais commencer donc avec des gens qui vendent des choses, qui se vendent eux-mêmes, parce que ça existe toujours. Mais c'est beaucoup moins sophistiqué. Et si nous pensons aujourd'hui aux marchands, aux plus grands vendeurs du monde, aux gens qui définissent le corps de l'être humain, nous voyons, c'est toujours un Français qui fait ça à la plus grande échelle, donc le luxe par exemple, dans la mode, mais ils se représentent de manière complètement différente. Ils se représentent comme des princes et pas comme des experts. Donc ça nous laisse une autre sorte de réflexion. Le marchand, soi-disant moral, qui fait l'équilibre des livres, qui est républicain, qui a des valeurs au XVIe siècle, et le marchand de la mode d'aujourd'hui, le marchand de luxe, le marchand de la définition de la richesse et de l'être humain, de leur niveau social aujourd'hui, devient fade, devient étrange, alors qu'on n'en parle pas, en fait, de l'image de ces gens. Et ni de leur comptabilité, pas trop. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Bien, merci Jacques. Écoute, je merci de cette présentation du marchand, de la naissance de l'empire des marchands, on va parler de ça, de la naissance de l'empire des marchands, si on parle de la marchandisation de l'humain, et au pays où ces marchands ont eu le plus de poids, c'est-à-dire en Hollande et ailleurs ensuite. Je voulais poser une question. Est-ce que à l'époque, il y a quelque chose du genre comme un commerce, sûrement très limité s'il existe, par exemple des cadavres? Absolument. Absolument. C'est du commerce, c'est très formel, parce que des règles, bon, en Hollande, je connais moins qu'en France, mais absolument. Il y a, en France, par exemple? Absolument, parce que c'est lié à l'église, il y a des règles, et aussi les écoles de médecine. Et ça commence en Montpellier, c'est problématique au début, mais ça commence à être après, avec la naissance, les statuts qui changent, ça devient différent. Alors, deuxième question, est-ce que les corps qui sont vendus et achetés sont des corps particuliers? C'est-à-dire, ce sont des corps d'individus, vagabonds, classe sociale. Il n'est pas question de toucher à un corps ou de vendre le squelette d'un noble ou même d'un ecclésiastique. C'est pas possible. Alors là, c'est très très intéressant. D'abord, ça dépend. Parce que moi, j'ai quand même étudié l'histoire de la médecine en Montpellier au XVIe siècle. C'est très très intéressant. Ça dépend, parce que quand il y a une maladie particulière, parfois ils ont droit dans ce corps. Mais ce que nous savons dans le monde humaniste, que les crânes des grands hommes, c'est un trafic. Par exemple, il y a un trafic du corps de Christ. Le plus grand trafic qui existe. J'étais à Rome il y a quelques jours. Ben écoute, le Christ, il pèse 3000 tonnes à Rome. Il n'y a que ça. Le sang de Christ, il y a des barils. Donc, déjà, il y a cette marchandise du corps de Christ. On peut dire beaucoup. Ça devient très complexe aussi dans
l'Eucharistie, hein, parce que c'est une marchandise là, c'est un certain moment, on va payer. Hein. Mais aussi dans ces corps, absolument, on fait un fétichisme du savon au XVIe et au XVIIe siècle. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Mais avant, justement, on avait des crânes. Et ça, c'est certain, c'est ça avec Jardin de Tours, dans sa bibliothèque. On a des crânes, on a des grands êtres qui ne sont pas loin du Panthéon. Cette tradition existe encore. Mais moi, on ne se vend pas des crânes des profs maintenant. Y a-t-il des questions? Vanessa? Ma question prolonge celle de Charles Zacher. En vous écoutant, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si à côté de ces figures politiquement correctes, j'ai envie de dire du marchand, on ne trouvait pas des figures politiquement incorrectes qui sont justement les marchands de corps vivants, qui sont les tziganes, qui sont censés enlever les enfants, les rendre de forme. Je pense à l'homme guéri, par exemple, de Victor Hugo, ça c'est une représentation plus tardive, il me semble qu'il y a les mêmes à l'époque dont vous parlez. Et puis il y a également évidemment Shylock, les marchands de Venise, et sa part en flèche. Et là, ce sont quand même des proscrits qui s'opposent au commerce des reliques, qu'elles sont dans le champ sacré, donc en dehors du champ public. Et je m'interrogeais justement sur la face cachée de ce que vous montrez. Au XVIe et au début du XVIIe siècle, les images sont souvent, que nous avons, beaucoup plus formelles. Par contre, dans les livres, dans les gravures dans les livres, et je n'en ai pas parlé, c'était bête. Parce qu'en gros, il y a des livres par des prostituées qui parlent d'elles-mêmes, de leurs valeurs, et de leur savoir de quantité, et de leur corps, et de ce qu'elles montrent, et comment ça marche. Ce livre est quand même extraordinaire. C'est vraiment dommage que je n'en ai pas parlé. Ben écoute, ce livre ben, voilà, c'est un peu l'histoire. C'est pas un livre très compliqué. D'accord. Mais donc voilà, c'est une prostituée qui dit voilà ce que je vends, ce que je gagne. C'est un livre poème, c'est un pamphlet. Mais je suis expert aussi dans le pontificat. Je suis expert, je suis hollandaise et je sais de quoi je parle. Et ça c'est très très intéressant. Parce que c'est justement ce qu'a dit Stéphane. Il dit je veux une république où tout le monde sait faire ça. Ah mais écoute, ça arrive en Hollande. Et on pense qu'une grande partie de la population est comment on dit, lettrée en comptabilité. Il y a deux choses. Je prolonge ça. La question du marchand de Venise, c'est quand même essentiel. Je pense que je l'ai bougé. C'est très important. Parce que là, vraiment, c'est tout à fait considérable. Parce que le marchand de Venise, la pièce de Shakespeare, là, pour un objet comme le tien, c'est vraiment, pas vraiment comme le tien, mais sur la question de la marchandisation du corps, c'est un truc absolument central. Et deuxièmement, pour prolonger une question antérieure, donc il y a à travers le corps, et d'un certain côté, comment dire, à une certaine sacralité, à une dimension qui n'est pas celle de n'importe quel objet. Donc, il y a cette analogie, disons, religieux, plus ou moins sacré, et de l'autre côté, il peut être vendu. Alors donc, il y a une dimension théologico-politique de la vente des corps, et du commerce. Nécessairement. Tu dois leur donner une singularité par rapport à... Et donc ça, c'est... Mais oui, qu'est-ce qu'ils font des Hollandais? C'est eux qui tiennent tout l'argent de l'esclavage. Les Espagnols font le boulot, c'est les Hollandais qui en profitent. Pourquoi? Parce qu'ils sont des comptables. Ils arrivent sur l'endroit avec leur comptoir, et en fait, ils pillent tout. Et on sait ça. On sait que justement, dans le monde de l'esclavage, les Hollandais sont très très forts. Alors, est-ce que tu as donné des comptes d'esclavage? C'est très connu. Mais quand l'esclavage est basé sur la comptabilité, non seulement parce qu'il y a tellement de choses à mesurer, mais parce que c'est très difficile. Donc il faut justement, quand on fait non seulement le vente d'un être humain, mais on fait un voyage, et on a plusieurs transactions, et on a aussi la mort. C'est la mort. Au moins, dans
30%, 25% sont bateaux d'esclaves. C'est terrible. On a non seulement des contes, mais les contes avec des images des humains. Ce qui est très intéressant, quand ça arrive par exemple à Amsterdam ou à Paris, ou à Bordeaux, pardon, Bordeaux, c'est là l'esclavage, même une des bases de l'économie. Les contes arrivent sans les images d'êtres humains. Et ça rend la transaction beaucoup plus facile, parce que quand elle est sur place, il y a des lignes, mais aussi des images. Et ça, c'est très intéressant. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Dans l'article que je te demanderai pour la publication du colloque, j'aimerais bien que tu insères des considérations sur les comptes des esclaves, d'accord, là je comprends. Et des ventes des corps et des notions théologiques. Là je suis complètement d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Est-ce que vous savez aussi faire des recherches sur la biographie des peintres? Comment elles sont faites pour découvrir le problème de... Les peintres, on connaît ces peintres qui font les petites industries, qui deviennent experts en montrant la comptabilité. Et c'est justement Marines van Rammersveld et l'autre, Quentin Matsis, qui sont les deux plus importants. Et justement, de ces deux tableaux, on a des dizaines et des dizaines d'exemplaires. Donc ce sont des gens qui font, ça c'est le plus beau, dont il y a plus qu'une dizaine de versions différentes. Et aussi Matsis, et l'autre, je n'ai pas vu, Van Rammersveld commence comme ça, Matsis aussi, et ils font toute une sorte un commerce en montrant cette chose. C'est très intéressant. Ça étant un des tableaux sur lesquels les historiens ne sont pas mis d'accord. Oui, Christian. Oui. Si vous dites, et je suis très proche de ce que vous dites, que l'esclavage est basé sur la comptabilité, vous avez dit, encore une fois, rapidement, bien entendu, est-ce qu'on peut considérer la déclaration de 1789, qui est justement que les corps soient libres et égaux en droit, que justement la propriété n'existe pas celle du corps, ensuite que ce soit d'autres formes qui vont devenir ensuite le salariat, etc. On ne vendra plus son corps, mais on achètera les biens que l'on produit. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réaction, parce que l'esclavage c'est quand même l'ancien régime? Comment vous voyez un petit peu cela par rapport à la Révolution française? Non, la Révolution française d'abord, ça c'est dans mon livre, est une grande révolution de comptabilité. Il y a le bureau de comptabilité, il y a l'article 15 dans la déclaration des droits humains sur la comptabilité, la Constitution de 91, la Constitution de 93, la Constitution américaine, chacun a une clause, une partie sur la comptabilité. L'esclavage est plus compliqué, parce que c'est d'abord féodal, cette valeur sur l'être humain. Et c'est la grande peur, c'est le moment de brûler tous ces comptes où les gens sont libres finalement. Et quand j'enseigne la Révolution française, je montre ce moment très beau, où les gens sont très conscients d'où vient le contrôle de leur corps et leur travail. Ça vient justement des chambres, de camps dans les châteaux qui brûlent. Voilà, ça c'est très très clair. L'esclavage est plus compliqué parce qu'on sait bien que la France, après la Révolution, a une relation très complexe avec la Haïti et d'autres endroits très longtemps. Évidemment, et Napoléon. La Révolution française n'a pas supprimé du tout l'esclavage, au contraire. Mais en France, absolument, avec la question féodale, absolument. Et ça c'est une grande question de comptabilité féodale, mais aussi qui s'insère dans cette immense tradition de droit français. D'autres questions? Donc merci Jacob pour ton intervention. On va ouvre un peu le problème de la comptabilité, mais je te dis, dans le texte, il faudra qu'on ait un truc sur je suis là. La comptabilité des prostituées, la comptabilité des esclaves, la comptabilité
des cadavres. Comptez sur moi. Bien. Alors, comme je vous l'ai dit, le réviologien va venir, il n'est pas encore là parce qu'il voulait venir tout simplement quelques minutes avant de parler. Je vous propose donc de faire une pause d'un quart d'heure en attendant qu'il arrive et comme ça il pourra prendre la parole. Comme il fait très chaud.